qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui aient quand même accès à cette session. Et donc, on va commencer. Voilà, donc c'est la troisième session de notre série de petits rappels sur la SSC et de formation sur la SSC. Et aujourd'hui, on va parler du GIAF et ensuite, on va parler de l'aperçu des besoins humanitaires et comment ça s'intègre avec les autres produits d'information et de programmation tels que le HRP et le HMO. Et donc, on va voir tout ça tout de suite. Un petit rappel très important, c'est que c'est pas bien qu'on va utiliser dans cette formation le matériel officiel de formation du GIAF, c'est pas une formation de GIAF. La formation de GIAF, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps, ça prend quelques jours. Donc même si on utilise le matériel officiel, voilà, c'est pas, ça n'a pas vocation à être complet en ce qui concerne le GIAF. Ok, et on va commencer immédiatement. Je vais partager une autre présentation sur le GIF. Normalement, l'écran a dû changer et on va commencer pour le GIF. Est-ce que d'abord on peut faire une petite vue d'ensemble? On n'est pas très nombreux. Qui parmi vous a entendu parler du GIF? Est-ce que vous pouvez lever la main du GIF 2.0 et vous avez est-ce que vous êtes déjà familier avec ce processus? Ok. Ok, super, merci beaucoup. Bon, alors on va commencer. Donc le GIAF, c'est un système qui a été mis en place en même temps que les clusters. Et l'idée, c'était de se rejoindre ensemble pour avoir un... Alors, les petites animations, pardon. Euh, Voilà, pour avoir une vue d'ensemble compréhensive de ce qui se passe au niveau des pays en termes de situation humanitaire. Et donc là, c'est l'introduction à la petite formation de GIAF. Et donc ici, bon, évidemment, l'objectif n'est pas de faire partie de l'équipe d'experts, parce que pour ça, il faut faire le training officiel, mais c'est quand même d'acquérir les connaissances, les compétences sur le GIAF et d'être équipé à un minima, même si ça ne va pas forcément vous permettre de mener 100% des analyses si vous n'êtes pas formé expert GIAF. Euh, donc, ici, on va commencer par le cadre analytique et vous montrer ici l'analyse, comment elle fonctionne et les différents modules qui composent cette analyse pour le GIAF. Et donc le GIAF, en vrai, il y a trois modules qui sont liés ensemble et qui communiquent ensemble, voilà, qui sont liés. Le premier, ça va être tout ce qui est facteurs contributifs et portée de l'analyse. Donc ça va être beaucoup une analyse de contexte. Le deuxième, ça va être les besoins sectoriels qui vont être interopérables et on va voir tout de suite ce que ça veut dire. Et ensuite, le troisième module, c'est les besoins intersectoriels. Et donc, pour chaque module, il y a une boîte à outils qui est intégrée et un espace de travail qui est sur la plateforme en ligne du GIAF. Et donc, vous pouvez voir ici, par exemple, je pense que sur le contexte, ça devrait déjà normalement vous rappeler un petit peu les éléments en bleu qui sont dans le cadre analytique de la SSC, où rappelez-vous, il y a tous les éléments de contexte sur la vulnérabilité, sur les chocs, l'impact des chocs qui font partie du cadre conceptuel de la SSC, qui se retrouvent également ici. Et donc, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Cette analyse elle va être disponible sur la plateforme du GIAF et elle pourra être utilisée justement pour l'analyse contextuelle dans le cadre de la SSC. Ce qui concerne les besoins sectoriels, pardon, ici on parle effectivement de la SSC. C'est comme ça que, en tant que shelter cluster, on va mesurer le besoin sectoriel. C'est à travers l'outil de la SSC dont on a parlé les deux dernières séances. Et donc ici, c'est là qu'on fait le lien avec, dans cette séance, qu'on fait le lien avec tout ce processus
du GIAF. Et donc, c'est un petit peu comme ça que fonctionne le GIAF2. Donc, avec ces 3 espaces de travail, ces 3 modules, et à chaque fois, une boîte à outils qui est associée à ça. Et donc ici, le troisième, je ne l'ai pas encore trop mentionné, c'est là où, en fait, avec les autres partenaires, avec les autres clusters, on va examiner les analyses sectorielles pour vérifier, par exemple, s'il y a des facteurs ou des secteurs qui vont pousser plus la sévérité et voir s'il y a des facteurs qui contribuent beaucoup plus à la sévérité que d'autres ou pas. Et donc, ça va donner, à la fin, l'objectif est d'avoir un PIN total et une sévérité intersectorielle. Voilà pour la structure du GIAF. Donc, comment ça fonctionne? Comme vous pouvez le voir, ici, on a les boîtes à outils qui sont liées à chacun des composants de la boîte à outils. Et donc, on va rentrer dans les détails sur chacun de ces composants dans les slides suivants. Hop. Donc, pour le GIAF, il y a cette plateforme d'analyse en ligne. Et cette plateforme, elle est assez utile parce qu'en fait, il y a plein de petits outils qui sont intégrés à la plateforme où on peut faire, par exemple, facilement de la cartographie, avoir une vue d'ensemble de l'analyse qui est disponible. En fait, une fois qu'on a rentré les informations, la plateforme permet de visualiser cette analyse voilà, qui peut être très utile dans la suite du travail. Hop. Et ensuite, pardon. Et ensuite, donc en fait, on a ici le processus de mise en œuvre du GIAF au niveau de chaque pays. Et donc, on va voir, il y a ici les modules à nouveau, module 1, module 2, module 3. Donc, module 1, on était sur l'analyse contextuelle. Le module 2, on était sur l'analyse sectorielle, là où ça va être le travail du cluster abri de travailler sur la SSC et ensuite de mettre ces données dans le GIAF. Et ensuite, le module 3, comme on l'a dit, la discussion intersectorielle, l'obtention d'un PIN total. Et donc, en fait, ce processus, il va se faire par plusieurs phases qui correspondent à chaque module. C'est un processus qui est assez linéaire avec une petite boucle pour revenir vérifier les analyses ensuite. Donc, la première chose, c'est d'avoir d'abord un atelier, en fait, une première working sessions, ici, on les appelle. Je pensais que je suis désolée, celui-là, il n'a pas été traduit en français. Du coup, je vais discuter un peu plus. Mais voilà, il y a un premier atelier avec tous les différents partenaires pour identifier les paramètres communs. Donc, ça va être toute l'analyse contextuelle dont j'ai parlé. Discuter un petit peu justement de cette analyse contextuelle, de voir les ressources qui sont disponibles par rapport à ça et d'en discuter avec les partenaires. Ensuite, le processus sectoriel, là, ça va être chaque secteur qui va conduire sa propre analyse pour atteindre le PIN et la sévérité. Donc ça, c'est tout le travail qu'on a fait au cours des 2 dernières sessions, qui en fait fait partie de cette étape-là. Donc les 2 dernières sessions portaient principalement sur l'étape 2 en termes de GIAF. Et ensuite, l'étape 3, donc un atelier, encore une fois, avec les partenaires, avec les autres clusters aussi, pour examiner les analyses sectorielles et faire une analyse et conduire une analyse intersectorielle. Et donc, en fait, à ce stade-là, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui sont nécessaires à réviser au niveau de l'étape 2. Donc, il peut y avoir un petit retour à l'étape 2 pour retourner ensuite à l'étape 3 si c'est nécessaire, parce qu'on se rend compte que il y a un tel ou tel cluster qui est ce qu'on appelle un outlier, qui va avoir soit un PIN ou une sévérité très très élevée ou très très basse en comparaison aux autres clusters. Et donc là, il faut se pencher un petit peu, ça pose des questions. Pourquoi se pencher, peut-être retourner voir les données, retourner voir l'analyse, la méthode d'analyse, pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur et peut-être effectuer quelques ajustements au niveau de la sévérité. Et donc ça, si ça arrive, voilà, comme on a vu dans
dans les sessions précédentes, on peut ajuster la sévérité et le ping. Et donc ici, c'est juste pour vous donner une petite vue d'ensemble du soutien qui est disponible au niveau du GIAF. Donc ici, il y a l'équipe pays avec les OCHA et les experts pays GIAF. Donc normalement, dans chaque pays, il y a un expert GIAF qui a été formé pour appuyer et s'occuper de l'analyse GIAF. Et ensuite, il y a les points focaux au NARAS et puis les experts globaux. Ça, c'est le premier niveau de soutien. Et ensuite, il y a le deuxième niveau de soutien, et ça, c'est plus le groupe technique qui réfléchit à la méthodologie et qui, effectivement, réfléchit à tout ce GIAF et tout le processus. Hop, OK, on va maintenant passer à chaque petite étape. Il faut juste que je change encore une fois la présentation. Un petit peu de patience. Et on va parler des facteurs contributifs et de la portée de l'analyse. Hop, voilà. Normalement, l'écran doit changer en même temps. S'il y a le moindre problème avec ça, n'hésitez pas à lever la main et me le signaler. Comme ça, je saurai s'il y a un souci et si je parle de choses qui n'apparaissent pas à l'écran. Voilà, donc continuons. Et donc là, on va regarder le module 1. Ici, ça va être l'objectif des 5-6 prochaines minutes. On va regarder le module 1 avec le contexte, le choc et les impacts et la portée de l'analyse. Et donc les objectifs qui sont souhaités ici, c'est en utilisant la boîte à outils. Donc on va voir tout de suite la boîte à outils. Je vais vous demander d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. J'avais l'impression d'entendre un peu de bruit derrière. Merci beaucoup. Et donc, en utilisant la boîte à outils, on va voir tout de suite cette boîte à outils à la fin de ce module. On peut établir du coup les principales informations contextuelles qui sont relatives à la crise, identifier les chocs à l'origine de la crise et comprendre leur impact initial. Donc, quand on parle de choc, on va définir un petit peu mieux tout à l'heure, mais on peut parler d'un choc d'un conflit, on peut parler d'un désastre. Ça va dépendre évidemment du contexte. Et ensuite, déterminer la portée de l'analyse et les implications pour les analyses sectorielles et ensuite intersectorielles. Et donc ça, c'est l'objectif de ce premier petit module. Donc là, on est dans la partie module 1, l'analyse contextuelle. Donc la première chose, c'est qu'il faut définir la crise. Et donc ici, dans le contexte, qu'est-ce qu'on entend par contexte et comment on enregistre les informations sur le contexte. Donc le contexte, en fait, c'est pris de manière générale, ça va être l'environnement dans lequel nous opérons et les facteurs qui contribuent directement aux résultats humanitaires et qui influencent ces résultats humanitaires. Et donc, on va parler dans le contexte, on va comprendre ce qu'on appelle les capitaux durables, donc capital humain, capital financier, naturel, social et politique, et le capital manufacturé, les différentes tendances qu'on peut observer, les faits marquants et la présence de l'aide humanitaire. Et donc, on voit ici dans l'espace de travail 1, qui est sur la plateforme, les composantes principales du contexte. Donc, on parle de contexte socio-culturel et démographique. Ça va être, par exemple, les chiffres de population. Donc ça, c'est très important parce que ça permet d'avoir un chiffre de référence sur la population. Donc ça, c'est une donnée assez essentielle. Ensuite, voilà, sur l'économie, les moyens de subsistance, le système politique, juridique, toutes les infrastructures, la situation de sécurité. Tout ça, ça va faire partie du contexte et ça va être intégré en fait dans le GIAF. Et donc, c'est aussi important en lien avec la SSC parce que ça va permettre de remplir en fait toutes les informations contextuelles, toute cette partie bleue du cadre conceptuel de la SSC. On peut la renseigner en fait à l'aide du GIAF et des informations qui sont déjà disponibles sur la plateforme du GIAF. Donc, si jamais vous n'avez pas forcément accès à l'heure actuelle à cette plateforme, c'est important de demander, pardon,
de demander à OCHA d'avoir accès et de pouvoir justement télécharger cette analyse qui existe déjà. Et en fait, c'est important aussi de regarder cette analyse parce que cette analyse, elle va plus loin que seulement le secteur abri. Elle va informer, c'est vraiment une analyse de contexte très globale, elle ne va pas être focalisée uniquement sur les abris. Et donc, ça peut permettre aussi de penser à d'autres facteurs auxquels on n'avait pas forcément pensé, des éléments contextuels, qui en fait peuvent avoir une influence sur la situation en termes d'abri. Notamment tout ce qui est vulnérabilité, donc vulnérabilité au niveau des ménages, vulnérabilité au niveau communautaire, vulnérabilité structurelle et ce genre de choses. Et donc ici on voit il y a une petite méthode pour enregistrer les informations sur le contexte avec des tables de référence et qui correspondent évidemment aux composantes du contexte. Donc ça, c'est pour tous les éléments contextuels. Ensuite, on a les éléments sur les chocs et les impacts. Et donc, entendons-nous par choc et par impact, pardon. Ici, en fait, c'est quand on parle d'un choc, c'est tout événement qui a un impact sur les personnes et le système, qui perturbe les vies et les moyens de subsistance et qui entraîne des souffrances humaines nécessitant une réponse humanitaire urgente. Donc ça peut être un risque naturel, un choc induit par le climat, donc tremblement de terre, ouragan, inondation, éruption volcanique. Ça peut être un conflit et des violences. Ça peut aussi être un choc sanitaire comme une épidémie, ça a été le cas pendant le Covid-19. Un choc économique avec une crise économique soudaine, ou encore d'autres catastrophes de type marée noire. Et en fait, quand on va parler d'impact de choc et de l'impact de ce choc, on va parler vraiment des conséquences négatives d'une catastrophe, donc d'un choc, sur les personnes et les systèmes qui sont vulnérables. Et donc ça, c'est les personnes et les systèmes qui sont vulnérables, ça va être le contexte. Et donc ces conséquences, ça peut être du déplacement, des dommages aux bâtiments, des dommages aux biens, propriétés. Ça peut aussi être une insécurité alimentaire, la perturbation des services de base. Voilà, je pense que des conséquences négatives de choc, on a des exemples, on en a beaucoup. Et donc tout ça, ça va aussi être renseigné sur cette plateforme avec les tableaux de référence, les composantes du choc à nouveau qui vont être disponibles dans l'espace de travail. Et on va pouvoir, dans cet espace de travail, donc obtenir ces informations. Et donc ici, par exemple, il y a un petit exemple qui est un exemple d'une carte qui a été produite par ACLED qui concerne le Sud-Soudan. Et on voit ici, ça va être par exemple le type d'information qu'on peut retrouver sur la plateforme. Et ici, on voit voilà, les zones de conflit, les zones qui sont potentiellement dangereuses, la concentration des personnes déplacées et rapatriées, et puis aussi un choc climatique avec une étendue d'inondation qui a été détectée par satellite. Et donc voilà, ça c'est un petit peu pour donner une idée de ce qu'on peut avoir en termes de contexte. Et donc, c'est très important parce que ça va nous permettre, nous, d'informer notre analyse avec la SSC. Et donc ensuite, on va définir la portée de l'analyse. Et ça, c'est aussi essentiel. Et vous allez voir pourquoi tout de suite. Hop. De quoi on parle quand on parle de portée de l'analyse? Pardon, il y a beaucoup d'animations dans ces petits... je ne maîtrise pas forcément très bien ce PowerPoint, désolé. Donc, de quoi on parle quand on parle de portée de l'analyse? En fait, ça va être la définition de la crise et la définition de la réponse humanitaire qui va en découler. Et en fait, ça va être basé sur toutes les étapes précédentes qu'on vient de voir, donc toute l'analyse contextuelle et la définition du choc et de l'impact de ce choc. Et là, on va pouvoir voir quelle est la portée de l'analyse. Et ce qu'on entend par portée d'analyse, ça va être par exemple définir les groupes de population dont on a parlé dans les deux séances précédentes sur la SSC. Définir les groupes de population, par exemple. Est-ce qu'on s'intéresse aux personnes déplacées internes récentes? Est-ce qu'on s'intéresse aux personnes déplacées internes de plus long terme? Est-ce qu'on s'intéresse aux personnes qui sont retournées? Et donc tous ces groupes de population en fait vont être définis à ce niveau-là par la portée de l'analyse.
Voilà, donc ça va concerner les groupes de population et ça va aussi concerner les aires géographiques et l'unité d'analyse, donc le niveau administratif auquel on va effectuer l'analyse. Et donc l'analyse va être effectuée, voilà, on va choisir si on veut des informations au niveau admin 1, au niveau admin 2, au niveau admin 3. Et ça, c'est essentiel pour vous d'avoir cette information parce qu'en fait, ça va définir aussi l'analyse de la SSC. C'est-à-dire que le niveau administratif, l'unité de référence qui va être utilisée pour la SSC doit correspondre à celle qui a été décidée dans la portée de l'analyse du GIAF. Et les groupes de population, c'est la même chose. Et donc là, ça va être très important de vérifier, par exemple, sur les collectes de données, que les collectes de données, que ce soit de type MSNA ou un autre type de collecte via les partenaires, à quel niveau ces collectes ont été effectuées, parce qu'en général, elles ont eu lieu potentiellement, ou elles ont été planifiées, en tout cas potentiellement, avant la décision sur la portée de l'analyse. Donc, il faut vérifier que ce soit bien aligné. Normalement, ça devrait, mais ça peut arriver que ce ne soit pas aligné, et donc là, il va falloir regarder un peu plus attentivement les solutions alternatives et comment pouvoir adapter euh, les analyses existantes. Donc voilà, l'importance de la décision, de la définition sur la portée de l'analyse, je pense qu'on l'a établi. Et ça, c'est pareil, ça va apparaître dans l'espace de travail. Et donc ici, on a la portée de l'analyse, donc voilà, un petit peu résumé et avec quelques exemples pays. Et donc la définition de la crise, donc le choc, l'impact, les groupes de population, envisager la définition de la réponse. C'est à ça que va servir de définir la portée de l'analyse, et c'est pour ça que c'est essentiel. Hop. Et donc ensuite, je peux vous montrer le contenu de la petite boîte à outils numéro 1, avec les tableaux de référence. Là, on ne voit pas très très bien, je pense que c'est un petit peu petit sur la présentation, mais dans tous les cas, le PowerPoint sera disponible comme les sessions précédentes en fait, sur le site web du Global Shelter Cluster. Et ce sera disponible en français et en anglais, et toutes les présentations et les enregistrements seront là, donc vous pourrez vous y pencher un petit peu plus. Et donc là, voilà, par exemple, on revient au contexte. Ici, on a le tableau de référence 1A qui liste les indicateurs potentiels qui peuvent soutenir les analyses du contexte. Donc ici, effectivement, on a tout un ensemble d'indicateurs que je vous invite à regarder. Et enfin, juste pour vous donner une petite vue d'ensemble de ce qui est disponible sur cette plateforme en ligne, ici, on va avoir voilà, les autres espaces de travail, donc avec tout ce qui va rentrer dans les facteurs contributifs et la portée de l'analyse. Donc, le contexte, choc et impact, portée de l'analyse, qui sont les 3 étapes essentielles. Maintenant, on va passer au module 2. Je vais encore changer la présentation. Alors, un tout petit peu de patience. Et normalement, c'est bon. On va passer au module 2. Et donc là, on parle de l'interopérabilité des pins sectoriels. Donc le module 2, voilà, on a vu ça tout de suite, ici. Et maintenant, on parle du module 2 et du pin sectoriel et de son interopérabilité. Et on va voir tout de suite ce que ça veut dire l'interopérabilité. Et l'interopérabilité de la sévérité également. Et donc le module 2, c'est le moment où on fait l'analyse SSC qui va s'inscrire justement dans ce processus. Donc toute l'analyse SSC, on a vu ce que c'était pendant les 2 premières sessions. Donc là, on va vraiment se focaliser sur la partie GIAF et les implications que cette analyse a sur le GIAF et vice-versa. Et donc les objectifs souhaités de l'utilisation de ce module, c'est que les PIN sont interopérables. Ça veut dire qu'il y a des méthodologies suffisamment similaires pour qu'on puisse comparer et avoir une analyse qui ensuite sera intersectorielle. Donc le résultat, ça va être à la fin de ce module, ça va être d'avoir un PIN sectoriel consolidé, à la fois pour le secteur abri, mais aussi pour tous les autres secteurs. Et tous ces pins vont être interopérables pour toutes les zones administratives, les groupes de population et tout ce qui rentre dans la portée d'analyse
du GIAF. Et donc ici, on va voir l'interopérabilité, ce que ça signifie. Et on voit ici, donc ça montre en fait que l'interopérabilité, ici on va parler de capacité des différents secteurs à fonctionner conjointement sur la base d'acceptation de normes communes, tout en conservant bien sûr les différences entre les méthodes d'analyse et les approches. C'est-à-dire que chaque secteur va avoir une approche différente. Effectivement, on ne calcule pas le PIN en abri de la même manière qu'on calcule celui pour l'éducation. Donc ça, c'est tout à fait normal, mais que les approches soient suffisamment similaires et basées sur des normes et des définitions communes pour qu'elles soient quand même comparables et qu'on puisse parler d'interopérabilité. Et donc ici, on voit un petit peu comment ça fonctionne avec l'interopérabilité. Donc il y a deux éléments clés de l'interopérabilité et sur l'alignement. Il y a l'alignement vertical et l'alignement latéral. Et je vais expliquer tout de suite ce que ça veut dire. L'alignement vertical, c'est de s'assurer que l'analyse sectorielle au niveau pays est alignée avec les orientations générales et la définition du cluster au niveau global. Donc ça veut dire s'assurer que le cluster au niveau national suit bien les recommandations qui ont été faites au niveau global. Et ensuite, il y a l'alignement latéral. Et donc, latéral, ça va être plutôt de s'assurer que les définitions de PIN et de sévérité sont clairement exprimées et elles sont compatibles entre elles. Qu'on entend tous bien une situation, qu'on comprend bien une situation similaire en termes de sévérité 4 ou 5, et qu'on définisse le nombre de personnes dans le besoin de la même manière et que les groupes de population soient les mêmes et ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt l'alignement entre les clusters et l'alignement vertical, c'est plus l'alignement entre le niveau pays et le niveau global. Et donc ces deux types d'alignement sont essentiels en fait, parce que si on s'éloigne un petit peu de cet alignement, il faut évidemment justifier, et c'est quelque chose qui devra être justifié en fait sur la plateforme du GIAF. Et donc ici, pardon, on peut voir les outils de la boîte à outils ici. Et donc on a les définitions. Ici c'est en tout petit, mais on les a juste après sur les définitions de personnes dans le besoin, qui sont les définitions qui ont été admises communément et qui du coup sont utilisées par tout le monde à l'heure actuelle. Donc les personnes dans le besoin, les définitions des personnes dans le besoin, c'est le sous-ensemble de populations touchées qui comprennent les membres dont la sécurité physique, les droits fondamentaux, la dignité, les conditions de vie ou les moyens de subsistance sont menacés ou perturbés, et dont le niveau actuel d'accès aux services de base, aux biens et à la protection sociale est inadéquat pour établir les conditions de vie normales avec leurs moyens habituels dans un délai raisonnable et sans assistance supplémentaire. Cette notion d'assistance supplémentaire, elle est assez importante parce que des fois, l'assistance fournie peut masquer en fait un besoin qui serait là en fait si l'assistance n'était pas là. Donc ici, on voit les directives donc, opérationnelles qui sont, celles-là, elles sont globales et elles s'appliquent à tous les clusters pour l'ensemble du PIN, donc la définition des personnes dans le besoin. Donc ici, on a la portée de l'analyse convenue, donc les populations touchées par la crise telles qu'ils ont été identifiées dans la portée de l'analyse qui a été décidée donc au module précédent, qui identifie les personnes dans le besoin au sein des populations touchées, donc qui sont, voilà, ici on parle de privation humanitaire ou des risques de protection au sein des populations touchées, qui n'est pas masqué par l'aide humanitaire. Donc c'est exactement ce que je mentionnais à l'instant. Donc les personnes qui reçoivent déjà exigent la poursuite d'une assistance humanitaire pour répondre à leurs besoins fondamentaux. C'est important de considérer ça aussi. Qui comprend tous les besoins humanitaires indépendamment de l'acteur intervenant. Et enfin, qui inclut les besoins actuels et prévus pour l'année à venir. C'est-à-dire que ce processus GIAF, il a lieu en ce moment, mais là, on est en août. Et c'est tout à fait possible qu'on sache, parce que l'analyse contextuelle, parce qu'on a une connaissance du contexte, parce qu'on est basé dans ce contexte-là et c'est pas la première année
on est là, on sait que voilà, il y a la saison des pluies qui va arriver, que potentiellement il y aura des inondations, et donc on peut d'anticiper les besoins prévus pour l'année à venir. Donc identifier par exemple les vulnérabilités ou les tendances qui vont influer sur les besoins. Ça fait partie aussi euh, de l'analyse. Et donc ici, sur les orientations sectorielles, on voit un petit peu tous les secteurs, l'orientation sectorielle, et ici la définition selon le secteur abri. Et du coup, je pense que c'est très petit dans la présentation, mais heureusement, vous y aurez accès. Et donc, dans cette boîte à outils du module 2, sur l'interopérabilité du PIN, on a tout un ensemble de choses qui vont s'afficher et qui vont être demandées quand on va remplir les informations sur le GIAF. Donc ça, ce sera valide pour chaque secteur. Donc ici, on voit la liste de tous les secteurs. Les orientations opérationnelles générales du PIN conjoint, donc ça va être les différents niveaux. Le tableau de référence, évidemment. Et ensuite, après, ici, il va falloir compléter en fait si les analyses qui ont été faites par le cluster au niveau du pays, donc au niveau national, correspondent, sont effectivement alignées aux orientations opérationnelles et générales. Donc voilà, c'est ici réponse oui ou non à la question de savoir si les méthodes sectorielles sont alignées sur les orientations du PIN total. Et donc si vous avez suivi les sessions et les différentes étapes dont on a parlé sur la SSC sans modifier euh, l'arbre décisionnel, par exemple, ou les définitions, hein, tout simplement les définitions de sévérité. Là, vous pouvez répondre oui à toutes les questions. Par contre, s'il y a quelque chose qui a été modifié, il va falloir le signaler ici et ça doit être justifié. Donc, c'est un petit peu tout ce dont on a insisté sur les 2 dernières semaines avec Hussein, de justifier toutes les modifications qui sont apportées à l'outil de calcul de la SSC. En fait, c'est pour ensuite informer le GIAF parce que il va falloir justifier toutes les modifications qui ont été faites pour le GIAF. Donc voilà, comme ça donne un petit peu de contexte et de mise en perspective euh, sur, euh, sur la mise en œuvre de la SSC aussi. Et donc ici, on a toujours, voilà, pour l'expert GIAF, il y aura un petit guide technique pour chaque étape. Ça, c'est disponible dans les présentations. Ah, est-ce que je peux vous demander d'éteindre votre micro, s'il vous plaît? J'entends le bruit de fond. Ok. Et s'il y a des questions, on va aller. Bon, normalement, il y a suffisamment de temps à la fin. On prendra les questions à la fin. Merci beaucoup. Euh, donc voilà, un petit guide technique par étape pour toutes les étapes qui vont être effectuées au niveau du GIA. Et donc maintenant, on va changer encore de présentation et on va parler de l'interopérabilité de la sévérité. Donc on va toujours continuer à parler, pardon, à parler du module 2. Donc on est toujours dans le même bloc euh, ici, comme on peut le voir. On est toujours dans le même bloc, mais on va parler cette fois-ci de la sévérité. Hop, voilà. Et donc l'objectif, pardon, les objectifs et les résultats souhaités à la fin de ce module, c'est d'avoir la sévérité sectorielle interopérable. Donc tout à l'heure, c'était le PIN, maintenant, c'est la sévérité. Et donc le résultat, c'est une sévérité sectorielle consolidée interopérable pour toutes les zones administratives entrant dans la portée d'analyse du GIAF, désagrégées par groupe de population à chaque fois que c'est pertinent. Et donc, on va voir directement dans la boîte à outils comment ça fonctionne. Et ici, en fait, on a l'échelle sectorielle commune globale de sévérité des besoins. Et donc, souvenez-vous, les sessions précédentes, on a parlé des niveaux
de sévérité. Et donc voilà, de 1 à 5. Et ici, on retrouve ce niveau de sévérité de 1 à 5. Et donc, au niveau sectoriel, de quoi on parle quand on parle de sévérité en termes sectoriels? Ici, on parle de sévérité 5, qui est la phase catastrophique. C'est l'effondrement sectoriel. Et la phase 1, où finalement, il n'y a pas trop de problèmes, c'est privation sectorielle mineure ou inexistante. Pardon. Et on va voir ici à quoi ça correspond. Et donc, on a des descriptions génériques qui sont communes à tous les clusters au niveau global et du coup communes à tous les clusters sur les phases, sur la sévérité des besoins. Et donc, on a le même système d'échelle ici, avec sévérité 1, où les besoins sectoriels essentiels sont satisfaits dans la région, jusqu'à l'effondrement sectoriel. La zone souffre d'un effondrement des services de base et ou d'une incapacité totale à répondre aux besoins sectoriels de base. Donc pour nous, ça va être les besoins en termes d'abri, et ça va correspondre aux phases de sévérité qui sont définies en fait au niveau ménage et au niveau de l'aire géographique. Et ici, on va être plutôt sur une dimension géographique. Voilà, ici vous pouvez voir, donc il y a les descriptions qui sont tout à fait génériques, c'est exactement les mêmes, mais cette fois elles sont un peu plus petites. Et en dessous, on a un exemple sur la sécurité alimentaire. Mais ça, en fait, c'est adapté pour tous les secteurs. Et donc, on a discuté de ce qui était fait pour le secteur abri pendant les semaines précédentes. Et ensuite, dans cet espace de travail, ici, on a effectivement la sévérité. Et donc, c'est un petit peu la même chose. Donc voilà, on est dans cette section-là. Donc, vous voyez, on est toujours dans le module 2 sur les besoins sectoriels. Donc là, on parle vraiment purement pour nous, des besoins abris, avec l'interopérabilité du PIN qu'on a vu avant. Et maintenant, on est dans l'interopérabilité de la sévérité. Et donc, avec les différentes descriptions pour la classification des sévérités au niveau de zone, encore une fois, les tableaux de référence, la liste des secteurs avec toutes les descriptions sectorielles qui sont disponibles également, et les réponses en fait alignées et adaptées pour indiquer si les méthodes sectorielles qui ont été utilisées dans l'analyse sont alignées sur les descriptions et les méthodes standardisées des clusters globaux. Et donc c'est à ce niveau-là où en fait, encore une fois, si ça a été modifié, il faut justifier des différences. Hop. Et encore une fois, on a un petit guide technique par étape sur l'interopérabilité de la sévérité sectorielle, qui sera voilà, qui est un récapitulatif en fait des étapes précédentes pour montrer le processus étape par étape. Voilà pour l'interopérabilité. J'espère que c'est assez clair. Et maintenant, on va revenir à... Alors, attendez, je cherche la présentation. Donnez-moi une petite minute. On va revenir à notre présentation sur la SSC. Et donc ici, on voit par exemple, je vous remontre rapidement le cadre analytique de la SSC, où on voit ici tous ces éléments en bleu dont je parlais tout à l'heure, pour un petit rappel, qui effectivement sont le contexte, les vulnérabilités préexistantes, un choc, un événement, et l'impact du choc. Et donc tout ça, ça correspond quand même très bien au module 1 du GIAF. Donc tout ça, c'est quelque chose qui peut être informé à l'aide justement des analyses qui vont déjà être disponibles, tout ce qui va être analyse contextuelle, ça va souvent déjà être disponible sur la plateforme du GIAF. Donc c'est important d'aller y jeter un œil. Et aussi, encore une fois, je vous remontre très rapidement les phases de sévérité, de quoi on parlait quand on parlait de phases de sévérité, voilà. Donc ça, c'est-à-dire que tout ça, toutes ces phases sont alignées en fait, avec les phases de sévérité qui ont été décidées au niveau global et qui font partie du tiers. Et ensuite, on avait ici pour chaque aire géographique, on applique la règle des 20%, donc je crois qu'on a
on a déjà pas mal parlé, où on considère que s'il y a 20%, au moins 20% des ménages qui sont dans cette sévérité, ce sera une phase de sévérité 5. S'il y a 20% des ménages qui sont dans celle-ci plus celle-ci, on va considérer que ce sera ici. Et on continue comme ça jusqu'à atteindre les 20% de la population de cette aire géographique. Et enfin, ça, je pense que maintenant, ça devrait être clair pour tout le monde, j'espère en tout cas, les 3 piliers de la SSC, qui sont donc l'abri, le premier pilier, les conditions de vie, les conditions domestiques à l'intérieur de l'abri, et enfin le site et l'accès aux services infrastructures de base d'un point de vue de l'abri. C'est-à-dire par rapport à, on garde quand même toujours ici l'angle secteur abri. Et donc un indicateur global qui effectivement va aussi être aligné avec ce qui va être l'objectif et l'indicateur global pour le secteur dans le tiers. Et donc, encore une fois, nos indicateurs clés qui sont juste là en petit rappel sur les indicateurs qui correspondent à chaque pilier de la SS. Et maintenant, on va surtout parler du Shelter Needs Overview ou de l'aperçu des besoins humanitaires en abri. Donc, ce qu'on va appeler SNO, mais qui, voilà, si on le traduit, sera l'aperçu des besoins humanitaires en abri. Et donc, de quoi on parle quand on va parler de SNO. Donc là, on est dans la phase du processus où on a notre analyse. On a fait notre analyse avec la SSC. Voilà, on a terminé l'analyse avec le SSC. Pourquoi c'est essentiel ensuite d'aller faire ce document, ce produit final, on va dire, qui est le Shelter Needs Overview ou le SNO. En fait, c'est le résultat, c'est pour concrétiser un petit peu ce résultat de l'utilisation de la SSC. Donc, c'est censé être une analyse complète et indépendante qui est résumée dans ce produit pour informer les processus de prise de décision stratégique. Et donc, ça peut servir à plusieurs choses. Évidemment, les usages sont multiples. Donc, un premier aspect, ça peut servir à effectuer du plaidoyer au niveau pays et ensuite potentiellement obtenir des financements pour le secteur. Ça peut évidemment informer la stratégie du cluster puisque ça donne une vue d'ensemble des besoins humanitaires en termes d'abri, plus toute l'analyse contextuelle qui fait partie de la SSC qui va aussi faire partie ici, donc sur les facteurs contributifs, sur toute l'analyse contextuelle en fait, qui va permettre de nourrir cette analyse SSC. Donc, évidemment, le produit final peut informer la stratégie du cluster. Ensuite, ça va permettre d'informer le GIAF via l'analyse sectorielle et intersectorielle qu'on vient de voir, puisque la SSC va permettre justement d'intégrer, enfin s'intègre, permet pas de s'intégrer, elle s'intègre dans le processus du GIAF. Et ensuite, ça va permettre d'informer le HNO, HRP sur les chapitres sectoriels et intersectoriels. Cette année, avec la mise en place du HNRP, qui est du coup les deux documents combinés, il y a beaucoup moins de place pour chaque secteur pour une analyse sectorielle. Il y a seulement quelques paragraphes, alors qu'avant, il y avait quand même tout un chapitre qui était dédié au secteur abri. Donc c'est d'autant plus important qu'il y ait un endroit où en fait cette analyse, elle soit résumée et qu'elle puisse être utile pour informer que ce soit la programmation, les décisions stratégiques, le plaidoyer ou les documents programmatiques humanitaires. Donc voilà, c'est pour ça que il y a le Shelter Needs Overview. C'est quelque chose qui est pas fondamentalement nouveau, qui faisait déjà partie des formations de l'année dernière, mais comme l'outil SSC était nouveau, la concentration était plus sur l'outil que sur le Shelter Needs Overview. C'est vrai que maintenant, avec le HNRP qui va donner très peu de place en fait aux analyses sectorielles, ce produit final devient assez essentiel. Et donc, ce produit final, à quoi ressemble-t-il? Et donc, il ressemble
à peu près à ça. Et donc ici, on a un résumé du contenu qui peut rentrer dans le Shelter Needs Overview. Et donc ce contenu, c'est assez simple au final. On a un résumé des besoins en abri humanitaire avec les principales conclusions, les messages clés. Les messages clés, ça va être par exemple pour informer le plaidoyer ou les messages clés que le cluster a envie de, euh, de faire circuler par rapport à ce pays. Et ensuite, on a trois parties. Et donc la première partie, ça va être l'impact de la crise et les conditions des abris humanitaires. Et ici, on retrouve nos éléments contextuels, ici, contexte de la crise, choc et impact, et champ d'analyse, que jusque-là j'ai appelé portée d'analyse, mais entendons-nous bien, c'est la même chose. Je pense que portée est même peut-être plus correct. Euh, mais voilà, donc ici on retrouve nos éléments en fait dont on a parlé, qui sont disponibles avec l'analyse contextuelle qui est effectuée dans le GIAF, où on va avoir le contexte. En plus, on peut l'informer avec, par exemple, la liste de preuves qui est disponible dans la SSC, qu'on aura complétée au fur et à mesure en utilisant l'outil. Et ça va informer la première section. Ensuite, le choc et l'impact de la crise. Donc, ce qu'on entend par crise, de quelle crise on parle dans ce contexte particulier. Et ensuite, le champ d'analyse. Quels vont être les groupes de population, quelles sont les aires géographiques qui sont concernées par cette analyse. Tout ça, ça doit être récapitulé ici. Et ensuite, on parle ici, dans ces deux dernières sections, des besoins en abri humanitaire et la sévérité en besoin abri et le nombre de personnes en besoin en termes d'abri. Donc ici, on va retrouver la sévérité et le PIN, et ce sera l'endroit où on pourra trouver une analyse. Peut-être même ce serait très intéressant de voir justement ces données visualisées avec des cartes ou avec des graphiques. Euh, Ça peut être très intéressant. Ensuite, ça peut aussi être lié à un dashboard ou un tableau de bord. Pardon. Voilà, ça peut être assez créatif, mais effectivement, ici, c'est l'endroit de l'analyse sectorielle en termes d'abri. Et ensuite, après, on a une partie qui va concerner l'analyse des risques, après qu'on ait identifié les besoins. Donc, par exemple, on va parler ici du risque que la crise ne soit pas financée, que la réponse humanitaire, pas la crise, pardon, que la réponse humanitaire ne soit pas financée, ou les potentiels risques d'une intervention dans telle ou telle aire géographique ou telle région du pays. Voilà, l'analyse des risques. Ici, il n'y a pas forcément une méthode très précise sur ce que doit contenir cette section, parce qu'en fait, ça va dépendre énormément du contexte dans lequel on travaille. Donc malheureusement, il n'y a pas forcément de guide euh, pour, euh, pour informer cette section-là. Et enfin, la troisième partie ici, donc qui va être l'analyse de la situation et du suivi des besoins humanitaires. Euh, et donc ici, en fait, c'est une explication de comment on analyse la situation et comment on va continuer à faire le suivi de ces besoins. Par exemple, c'est aussi en termes de suivi de la réponse, mais pas uniquement en termes de suivi de la réponse. Par exemple, c'est un document qu'on peut réviser régulièrement euh, et qu'on peut voilà, suivre. Tout à l'heure, on sait qu'il va y avoir potentiellement des changements avec les saisons et des inondations qui vont arriver avec les saisons des pluies. Voilà, c'est quelque chose, on peut le prendre en compte déjà dans cette section et dire, en fait, à la fin de la saison des pluies, on va mettre à jour ce document et on va effectuer un suivi parce qu'on sait déjà que probablement les besoins seront plus les mêmes et donc il y aura besoin de mettre à jour en fait cette analyse de la situation. Quand on met à jour une analyse de situation ou même quand on met à jour ce document, en fait, il n'y a pas besoin de tout recommencer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont potentiellement toujours être valides. Il n'y a pas forcément besoin de refaire une collecte de données
à l'échelle du pays ou à l'échelle de toutes les aires géographiques de la portée d'analyse initiale du GIAF. Parce que, en fait, c'est peut-être les changements vont être seulement dans une partie du pays, seulement dans telle région. Et donc là, ça peut être une analyse qui est faite par les partenaires, qui est très localisée et qui va informer uniquement un choc spécifique et localisé. Donc voilà, mais c'est un document qui peut être mis à jour et qui même, vous encourage à le faire. On arrive à la fin de cette session. Donc moi, je vais vous dire merci et puis je vais passer la parole à Mamen qui va faire des remarques pour terminer cette série de petites formations. Et ensuite, on pourra avoir une discussion. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà, on sera encore disponible, mais je laisse la parole à Mamen. Merci beaucoup, Elsa. Et merci à toutes et à tous qui ont participé. Et ainsi, ceux que nous écoutent l'enregistrement de cette série de 3 sessions et de remise à niveau du Shelter Severity Classification 2024. Et je pense qu'on se connaît, mais au cas où, je m'appelle Mamen, je suis Senior Roving Coordinator au Global Shelter Cluster. Et je voudrais vous partager maintenant un message de partie de Seki Hirano, le coordinateur du Global Shelter Cluster au nom du HR. Alors, pour commencer, le Global Shelter Cluster est pleinement engagé dans les SSC. Et c'est le système qui nous sommes en procès d'institutionnalisation, un processus contrôlé de systématisation. Et nous sommes fiers de faire partie de ce processus pionnier. Les SSC répondent à un besoin exprimé par toutes les parties prenantes. Et c'est très important qu'il offre une méthode standardisée pour mesurer les personnes dans les situations de besoin d'abri humanitaire. Et en fait, c'est une étape clé pour notre cluster, car elle légitime nos chiffres clés, nos chiffres de besoins, soutient nos messages de plaidoyer. Et les cadres d'analyse des besoins en matière d'abri nous rendent aussi redevables de cibler les plus vulnérables, en s'appuyant sur les données solides, rigoureuses et transparentes. Et ce système est également flexible. Et ça, c'est une chose qu'on voulait souligner, parce que c'est très important qui permet aux données collectées de rester pertinentes en fonction du contexte de chaque pays. Le Global Shelter Cluster adopte le SSC comme cadre standard et continuera à l'améliorer grâce aux leçons tirées du terrain. Et pour ça, on a besoin de votre feedback aussi pour être sûr que nous sommes toujours dans la boucle de ce que se passe dans chaque pays dans ce sens-là. Et c'est un moment crucial pour les réponses humanitaires et les SSC arrivent dans ce moment. Et si on pense par exemple dans le 2023, 92 millions de personnes avaient besoin d'un abri, dont 32 millions étaient ciblés par la communauté humanitaire. Et en tant que cluster, nous avons pu aider que 20 millions de personnes. Alors, nous espérons que ces chiffres globaux montrent bien à quel point notre façon de prioriser est importante. Et pour la stratégie du Global Shelter Cluster 2030, ce processus est vraiment essentiel pour atteindre ce qu'on appelle, on l'appelait dans le Global Shelter Cluster stratégie Optimal Reach. Et je pense qu'on peut le traduire comme attente optimale. Je ne suis pas sûre, Elsa, mais tu me corriges, s'il te plaît, si tu penses que ce n'est pas trop précis. Ça me Et, paraît bien. ok, très bien, merci. En parlant d'institutionnalisation, les SSC en tant que cadre
contribue grandement à la standardisation et la prise en compte dès le début des besoins sur les piliers 3. Et ça, c'est pour nous aussi un souci très important. Les piliers 3, on a parlé beaucoup de fois au fil du webinaire, mais c'est les piliers, que le titre, c'est les personnes ont un accès approprié aux services et infrastructures de base. Cela répond totalement à la nécessité aussi d'évaluer les conditions d'habitat et de communauté pour garantir une vie digne aux individus. La méthodologie de SSC, dont nous avons parlé pendant le webinaire, a été développée en pleine conformité avec le GIAF 2.0 pour soutenir l'implication active et l'influence du cluster abri dans l'analyse des besoins intercluster et la planification des réponses, comme on a vu aujourd'hui. Et on a vu comment c'est notre façon de faire la contribution dans ce processus que c'est intercluster. Mais en plus, nous avons ce produit, non? Ce produit qui est aussi indépendant dans notre contribution à l'EGIAF. C'est l'aperçu des besoins en abri, les SNO, Shelter Needs Overview. Et c'est le produit aussi qui a été aujourd'hui introduit. Et ce produit comme autonome est spécialement intéressant dans le cadre que nous avons maintenant avec l'introduction du HNRP au niveau d'intercluster, parce qu'on a vu comment on a moins en moins d'espace pour les clusters individuels. On a été un peu plus limité pour notre partie de l'analyse au niveau des shelter clusters. Et on pense l'ajout de l'aperçu des besoins en abri comme un produit indépendant, comme on en parlait aujourd'hui, et en tant que, par exemple, une annexe pour le HNRP, et a été considéré comme une très bonne pratique. Et on pense que ça peut vraiment permettre de s'assurer que l'analyse des besoins que nous avons fait pour notre cluster vraiment fournit le niveau d'information nécessaire pour notre travail dans ce nouveau format de HNRP qui est très condensé. Enfin, le Global Shelter Cluster s'engage à soutenir la mise en œuvre du SSC au niveau des pays et avec les capacités de gestion des données et coordination nécessaires, et que ce soit en remote ou bien en personne. Et ici, je vais aussi répéter le message de partie de Seki qui a été très clair qu'on va faire tout le possible pour faire le suivi et pour renforcer les capacités que vous avez besoin et que vous pouvez nous transmettre s'il y a des besoins de support pour être sûr qu'on peut faire la mise en œuvre de SSC au niveau des pays dans tous les cas. Et aussi pour répondre, bien sûr, pour répondre à des questions, mais aussi s'il y a besoin de quelques supports un peu plus relevant aussi, on peut bien sûr les prendre en compte. Et voilà. Et ce qu'il y avait aussi la dernière partie du message, c'était pour remercier. Je vais aussi, bien sûr, partager ce message de remercier à toutes et à tous ceux qui ont participé à ce processus pionnier pour faire les processus possibles. Et aussi transmettre que le Global Shelter Cluster a de grandes ambitions pour les SSC. Alors, continuez à nous faire part de vos retours parce que nous puissions l'améliorer. L'idée, c'est de continuer à l'améliorer. Voilà, merci à Hussein et à son équipe, merci à Elsa
Et merci pour avoir préparé des sessions aussi informatives. Et merci à toutes d'avance aussi pour l'engagement dans ce processus. À vous. Merci beaucoup, Mamen. Maintenant, on a un petit peu de temps pour les questions. Donc, si vous voulez prendre la parole, pas de problème. On peut prendre les questions. Je vais juste vérifier s'il y a des questions dans le chat. Pas l'impression. Mais je vais vous donner une petite minute si jamais prendre la parole. Ah oui, je vois qu'il y a une main levée. Allez-y. Merci beaucoup. Merci pour la présentation qui était bien fournie. Nous sommes vraiment informés. J'avais une petite question par rapport aux indicateurs. Par rapport au GIAF, donc, ma première question, c'est de savoir quel est le lien entre les GIAF et les SSI. C'est ça ma première question, les liens, quelques points qui montrent qu'il y a des liens entre les SSI et les GIAF. Et ma deuxième question, c'est par rapport aux indicateurs. Lorsqu'on est chez GIAF, on nous demande les indicateurs, nous sommes des chefs cluster. Je voulais avoir la précision. Ce sont les indicateurs demandés par GIAF. Est-ce qu'ils doivent être fournis par les global ou les shelters au niveau, la coordination au niveau de la coordination, il faut qu'il y ait un point entre la coordination et le global avant de transmettre ces indicateurs à OCHA pour qu'ils soient inclus dans le GIAF. C'était ça mes deux petites préoccupations. Merci. D'accord, merci. Alors, en ce qui concerne le lien entre le GIAF et la SSI, c'est en fait, je vais peut-être essayer de vous remontrer cette image parce que je trouve que ça donne une bonne vue d'ensemble. Et on était ici. Et donc, en fait, ici, on a les modules du GIAF. On peut voir sur les trois. Et donc, le lien avec la SSC, il se fait à plusieurs niveaux. En fait, principalement, la SSC, c'est ce qui va permettre d'informer cette partie-là du GIAF, les besoins sectoriels. Donc, ça va être le PIN sectoriel et la sévérité sectorielle pour le secteur abri. Et donc ça, la SSC, en fait, les calculs qui vont être faits vont s'insérer directement dans le GIAF. Et ça, c'est possible parce que justement, la SSC est alignée au cadre global du GIAF avec des définitions qui sont alignées. Donc en fait, les liens, ils sont un petit peu partout. Et ils se font donc au niveau de ces définitions et ils se font au niveau des calculs. Tout l'outil de calcul et tout ce dont on a discuté les dernières semaines, ça s'insère ici, dans les besoins sectoriels. Donc, c'est-à-dire que ça va être deux processus qui vont évoluer en parallèle. Il va y avoir voilà, tout le processus SSC dont on a parlé, identifier ses besoins en information, organiser la collecte, le design du questionnaire, la collecte des données, l'analyse des données, l'analyse SSC. Tout ça, ça va venir s'insérer dans ce module 2 sur les besoins sectoriels. Et en parallèle, les deux qui opèrent justement comme ces deux systèmes qui opèrent en parallèle et qui sont compatibles, toute l'analyse contextuelle de la SSC peut nourrir ici cette partie-là et vice-versa. C'est-à-dire que l'analyse contextuelle disponible dans le GIAF peut également nourrir l'analyse contextuelle de la SSC. Donc les liens, en fait, se font à plusieurs niveaux. Mais ce qui est essentiel de comprendre, c'est que c'est vraiment deux systèmes qui évoluent en parallèle, mais qui sont très liés, mais qui sont deux systèmes différents. La SSC va venir nourrir cette partie-là du GIAF. Voilà, j'espère que c'est clair sur cette partie-là. Sinon, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci.
Et sinon, par rapport aux indicateurs, sur le lien avec le niveau global, et si les indicateurs qui sont demandés par le GIAF doivent passer par le niveau global au niveau du cluster, je vais laisser Hussein répondre à cette question et après je vais traduire parce que je ne crois pas avoir la réponse à cette question moi-même. Hello. Oui. Okay. So if I understood the question very well, the question was about what indicators and when to share them with OCHA, the SSC indicators, right? Oui, et si ces indicateurs doivent passer doivent être fournis par le niveau global, ou voilà. So basically, from our side, what we consider as the main parts of the methodology, SSC methodology, is the concept of the three pillars, the sub-indicators of each pillar, and the criteria. This is the part that has to be shared with OCHA, in addition to the decision tree. The rest, how you measure and what are the indicators available in the MSNA, for example, or in your secondary data review, or your area level assessments, key informant assessment, etc. This is not part to be shared with OCHA at the initial level. When they ask you for the methodology, you can share the SSC guidelines. You share, if you don't change the global standard, you share the three pillars. With the calculation tool, the first the analysis grid with the three pillars, empty analysis grid, and the criteria level, sub-indicators and criteria level, that's it. And the other sheet with the decision tree. That's all what you need to share with OCHA as our methodology. Now, how we calculate and how we do the estimations, etc. This is the analysis part that will be shared with OCHA later. Usually, OCHA will not ask you about the step-by-step of your analysis. They will ask you about the methodology, the parts I mentioned before, and the final results. The final results is the area level severity and ping calculation sheet that you have in the calculation tool. That will be covering all admin areas that included in the unit's analysis and the population groups agreed upon with the exact population figures and the pin and severity that you have calculated out of the SSC implementation. If you have adjusted the calculation based on the evidence list that you have, based on some workshops that you organize at the cluster level, you need to share that part as well with OCHA, saying based on some expert judgment, based on some reports coming from X area of the country, we have foreseen that maybe the severity instead of being 4, it is 3, or instead of being 3, it is 4, etc. But justified, documented and justified, and you have to share it with OCHA and the GF to be put in the GF platform. Ok, merci. Je vais traduire pour les collègues s'il y a besoin. Donc du coup, du côté du cluster, en fait, ce qu'il faut partager avec OCHA, ça va être la méthodologie. Et donc la méthodologie pour la SSC, ça consiste principalement en les trois piliers, l'expliquer les trois piliers, avec les sous-indicateurs clés qui correspondent à chaque pilier, et ensuite l'arbre décisionnel. Donc ça va être les trois éléments qui en fait vont constituer la méthodologie pour la SSC qui vont être demandés à OCHA. Donc ça, c'est des éléments qu'on retrouve dans l'outil de calcul qui est disponible sur le site web et qu'on vous a présenté pendant les 2 dernières sessions. Donc en fait, ça, c'est quelque chose que vous pouvez partager, donc les trois piliers, les sous-indicateurs clés et l'arbre décisionnel. Ensuite, tout le reste, c'est-à-dire si vous avez des données au niveau area, aire géographique ou
les données MSNA, ça, c'est pas forcément nécessaire de partager. En fait, ce qui va être nécessaire de partager avec OCHA, c'est la méthodologie et ensuite l'analyse avec les résultats à la fin. Voilà. Et donc, évidemment, s'il y a des choses qui ont été changées dans la méthodologie, c'est-à-dire dans l'arbre décisionnel ou dans les indicateurs à considérer par rapport au standard qui est fourni du coup dans cet outil de calcul fourni par le niveau global, au niveau du secteur abri. S'il y a eu des changements, là effectivement il faut déjà les justifier avec OCHA pour le GIA. Mais s'il n'y a pas de changement, voilà, ça c'est des informations qui sont déjà disponibles et vous pouvez partager ça sans problème. Ensuite, sur l'analyse, ça va être un petit peu la même chose. Une fois que l'analyse sera partagée, s'il y a des ajustements, il faudra les justifier et du coup ajouter la justification. Par exemple, dire OK, la sévérité dans l'air dans la région X a été modifiée parce que on s'est basé sur telle évidence, telle preuve. Et donc, c'est pour ça qu'on a modifié et que maintenant, au lieu d'être 4, c'est 3 ou au lieu d'être 3, c'est 4. Donc voilà. Donc, ce qui doit être transmis à OCHA, c'est ça. Maybe just to add one thing to clarify one point. The session today was about GF and part of the session was about the interoperability, pain and severity interoperability. And that part is guaranteed at GF level through our methodology. So once OCHA asks about the methodology is to reflect on this part. So if you share the same exact methodology that we have at the global level, SSC methodology, then the tick on severity interoperability and pain interoperability will be guaranteed for you. If the methodology is different, then you have to explain how the new methodology that you are using is as well interoperable at the country level with the other clusters and how it is, why it is not the same of the global cluster level methodology. So just to make sure that what we were presenting today is to show you why OCHA is asking the methodology from you is to feed into that part. The methodology will go to the interoperability sheets, and then after you provide the analysis, they will go in the results sheet under the module 2 of GF. I would suggest that everyone, like maybe every cluster, ask for the access to the GF platform and see how the information are put there, just to make sure that you can make sense of why OCHA is requesting this information and how you can see it in the GF platform. This is really important for you to be able to know what to share and what not to share with OCHA. Ok, je vais traduire cette partie-là effectivement parce que c'est vrai que c'est essentiel et je l'avais pas mentionné. En fait, la méthodologie de la SSC garantit l'interopérabilité dont on a parlé aujourd'hui. Donc, l'importance d'avoir l'interopérabilité entre les sévérités et les PIN des différents secteurs, tout ça, c'est garanti par la méthodologie de la SSC telle qu'elle est proposée au niveau global. Et en fait, c'est pour justement examiner cette interopérabilité que OCHA va demander la méthodologie pour vérifier que tout est bien interopérable, pardon, et que les besoins intersectoriels pourront être définis ensuite. Parce que si c'est pas interopérable, ça permettrait pas d'avoir une analyse intersectorielle. Donc c'est vraiment important de comprendre en fait que c'est pour ça que OCHA demande cette méthodologie. Et si la méthodologie utilisée est la même que celle qu'on vous a présentée avec le même ordre décisionnel et très peu de changements, pas de changement, alors il n'y a pas à se soucier, l'interopérabilité est garantie et vous pouvez partager ça avec OCHA. Par contre, si la méthode a été justifiée, par exemple au niveau de l'arbre décisionnel, il faudra justifier auprès de OCHA comment ces modifications dans la méthode SSI garantissent quand même
l'interopérabilité au niveau vis-à-vis des autres secteurs dans ce pays. Et donc, si c'est quelque chose avec lequel vous avez des difficultés pour justifier des changements, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec le niveau global. Et enfin, petite recommandation de Hussein, c'est assez important que du côté cluster, vous ayez accès à la plateforme du GIAF pour en fait bien voir comment ça fonctionne en pratique. Parce que c'est vrai que dans la présentation, voilà, on parle d'une plateforme en ligne, mais en fait, les modules sont assez bien faits et on peut voir les informations qui ont été mises en ligne par les autres clusters aussi, et ça permet de comprendre bien pourquoi OCHA va demander la méthodologie avec les indicateurs et pourquoi il faut justifier justement de tout changement effectué. Donc ça permet de bien comprendre en fait, d'aller se balader sur cette petite plateforme pour rendre un petit peu plus concret en fait la présentation d'aujourd'hui. J'espère qu'on a répondu aux questions. Sinon, pas de souci. On a encore du temps si jamais il y a d'autres questions ou du suivi par rapport à ça. N'hésitez pas. Je vois plus de questions. Voilà. Alors, j'imagine qu'on va pouvoir s'arrêter là. En tout cas, je vous dis un grand merci d'avoir suivi ces sessions en français avec moi. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à contacter l'équipe de soutien du cluster global. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, grand merci et au revoir.